Certaines superstars n'ont pas seulement été libérées, elles ont été effacées de l'histoire. Des matchs entiers ont été supprimés des archives, des noms effacés des commentaires. Des intrigues réécrites comme si elles n'avaient jamais existé. Mais pourquoi la WWE va-t-elle jusqu'à prétendre que certains catcheurs ne sont jamais montés sur le ring? La réponse n'est pas seulement une question de mauvais comportement. C'est aussi une question de protection de l'héritage, de réécriture des récits et de contrôle de ce que les fans sont autorisés à se rappeler. Commençons par Chyna. L'histoire de Chyna est peut-être la plus compliquée et la plus déchirante de l'histoire de la WWE. Elle n'était pas qu'une simple catcheuse. Elle était une force avec laquelle il fallait compter. La première femme à combattre régulièrement des hommes. La première à remporter le championnat intercontinental. La première à participer au Royal Rumble. Et en tant que membre fondateur de la D-Generation X, elle a contribué à définir l'une des factions et l'une des époques les plus emblématiques de la WWE. Mais en coulisses, tout s'écroule. À l'époque, Chyna entretenait une véritable relation avec Triple H, un autre membre de DX. Les choses ont rapidement changé lorsque The Game a commencé à se rapprocher de Stephanie McMahon, la fille de Vince, dans le cadre d'une intrigue. Chyna a déclaré plus tard qu'elle avait trouvé des lettres d'amour, et c'est ainsi que tout s'est effondré. Sa relation a pris fin, tout comme sa place dans la compagnie, après qu'elle ait confronté Stephanie et Vince, qui savaient déjà ce qui se passait. Il ne s'agissait pas d'une simple rupture. Il s'agissait d'une politique d'entreprise au plus haut niveau. Triple H était sur la voie rapide du pouvoir et The Billion Dollar Princess était littéralement la royauté du catch. Un ancien scénariste de la WWE a raconté qu'il avait accidentellement proposé l'intrigue qui les avait réunis, sans savoir qu'elle détruirait également la vie personnelle et la carrière de Chyna. Lorsque son contrat est arrivé à échéance en 2001, les choses ont mal tourné. Vince McMahon lui aurait proposé 400 000 $ par an. Chyna a demandé 1 million de dollars, soit le même montant que les stars masculines les plus en vue. Pour ce que cela vaut, le légendaire Jim Ross a qualifié cette offre de scandaleuse, même si l'on considère le pouvoir de la star qu'était Chyna à l'époque. Mais sa sœur a révélé plus tard que ce contrat aurait pu lui rapporter bien plus grâce au merchandising et au pay-per-view. Chyna a tenu bon après que son offre a été rejetée et elle s'est retirée. Mais ce qui a suivi a été une chute douloureuse et publique. La télé-réalité, la toxicomanie, les problèmes de santé mentale, et finalement, elle s'est tournée vers les films pour adultes, y compris le tristement célèbre Backdoor to Chyna. C'est devenu l'excuse officieuse de la WWE pour la mettre sur liste noire. Triple H a même déclaré qu'il ne voulait pas que les enfants recherchent son nom sur Google et trouvent des contenus inappropriés. Mais c'est là que l'hypocrisie frappe. Val Venis a littéralement joué une star du porno sur WWE TV. X-Pac, le vrai pote de Triple H dans The Click, qui a participé à la première sextape de Chyna, n'a pas eu à en subir les conséquences. Et la WWE a ensuite intronisé Mike Tyson, Donald Trump et Snoop Dogg, tous liés à des contenus pour adultes dans le Hall of Fame. Mais Chyna, elle est restée à l'écart. Oui, elle a finalement été intronisée en 2019, mais seulement en tant que membre de la D-Generation X. À ce moment-là, c'était trop peu, trop tard. Elle était décédée 3 ans plus tôt et n'a jamais pu entendre les acclamations. Elle n'a jamais eu droit à l'hommage qu'elle méritait, ni à ses fleurs lorsqu'elle était ici. Et si sa carrière à l'écran a été controversée, ce n'est rien comparé aux réactions en coulisses. Par exemple, Ken Shamrock, l'ancienne star de la WWE et de l'UFC, a déclaré un jour que l'une des raisons de son départ était qu'il ne voulait pas lutter contre Chyna. Il a dit que cela allait à l'encontre de ses valeurs personnelles. My own personal thing was I just didn't want to get in the ring with Chyna. Ainsi, alors même qu'elle brisait les barrières, certaines personnes à l'intérieur de la WWE s'y opposaient discrètement. Les fans soutiennent toujours qu'elle méritait une intronisation en solo, et ils ont raison. Chyna a fait tomber des murs pour toutes les femmes de la liste aujourd'hui. Elle a redéfini ce qu'une femme pouvait faire sur un ring, et elle a payé le prix pour ne pas entrer dans le moule de la WWE à l'époque. Elle méritait mieux, et au fond d'elle-même, la WWE le sait. Même les
les plus hauts responsables. Parlons maintenant de Sunny. L'histoire de Sunny n'est pas seulement tragique, c'est peut-être la déchéance la plus déchirante de l'histoire de la WWE. Dans les années 90, elle était partout. La première vraie diva, la première pin-up de l'Attitude Era. À son apogée, elle était l'icône d'Internet. En 1996, elle a été désignée comme la femme la plus téléchargée au monde, devant des noms comme Pamela Anderson et Jennifer Aniston. Oui, c'est ça, c'est dire l'importance de Sunny. Et finalement, en 2011, elle a été intronisée au Hall of Fame de la WWE. Mais après cela, tout s'est effondré. Pour comprendre l'engrenage, il faut remonter à 1998. À cette époque, la WWE s'était déjà lassée de son comportement. Sunny manquait des événements, arrivait en retard et présentait excuse sur excuse. Les problèmes de toxicomanie faisaient déjà partie de l'histoire. La WWE lui a demandé d'aller en cure de désintoxication, mais elle a refusé. C'est alors que survient l'un des moments les plus étranges en coulisses. Elle aurait dit à Linda McMahon qu'elle avait fait une fausse couche, mais n'a pu fournir aucune preuve médicale. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. La WWE l'a laissé partir, et les choses n'ont fait qu'empirer à partir de là. Entre 2012 et 2016, elle a été arrêtée à maintes reprises, 5 fois en seulement 4 semaines à un moment donné. La plupart de ces arrestations étaient liées à des conduites en état d'ivresse. C'était un cycle brutal d'addiction, de chaos et de gros titres. Et le pire, c'est que personne n'a pu l'arrêter. Puis vint le chapitre le plus dévastateur. En mars 2022, Sunny a provoqué un accident de voiture mortel en conduisant sous l'emprise de l'alcool. Son taux d'alcoolémie était 4 fois supérieur à la limite légale. Il y avait une bouteille de vodka ouverte dans la voiture et du cannabis dans son organisme. Un homme, Julian Lasseter, 75 ans, a tragiquement perdu la vie à cause de son comportement imprudent. En novembre 2023, Sunny a été condamnée à 17 ans et demi de prison. Elle est passée d'une manière ou d'une autre du statut de reine de l'Internet à celui de membre du Hall of Fame de la WWE, puis à celui de détenue. Il n'y a peut-être pas d'histoire de la WWE plus tragique que celle de Sunny. Parlons maintenant de The Ultimate Warrior, qui a commencé sa carrière à la WWE en 1987. Il est rapidement devenu l'une des plus grandes stars de la WWE grâce à son énergie débordante, à son maquillage coloré et à son style de catch passionnant. Les fans adoraient sa personnalité plus grande que nature. L'un de ses moments les plus célèbres a été sa victoire sur Hulk Hogan à WrestleMania 15 en 1990 pour remporter le championnat de la WWE. Au sommet de sa carrière, Warrior a détenu le championnat intercontinental et le championnat de la WWE en même temps, ce qui n'était pas rien à l'époque. Mais malgré tous ses succès, il y a des problèmes en coulisses. En 1991, Warrior a eu son premier gros problème avec la WWE. Avant l'événement SummerSlam, il réclame une forte augmentation de salaire, 500 000 $, soit le même montant que Hulk Hogan. Il menace même de ne pas se présenter à l'événement s'il n'obtient pas l'argent. Vince McMahon, le propriétaire de la WWE, a accepté de le payer, mais a suspendu Warrior juste après l'événement. Cette demande d'argent supplémentaire a créé beaucoup de tensions entre Warrior et la WWE. Vince McMahon n'était pas satisfait du comportement de Warrior et l'a rapidement renvoyé, mettant fin à la première période de Warrior à la WWE. Warrior est revenu à la WWE en 1992, mais son retour n'a pas duré longtemps. Plus tard dans l'année, la WWE fait l'objet d'une enquête sur l'utilisation de stéroïdes et Warrior est impliqué dans le scandale. Pour cette raison, Warrior est à nouveau licencié. Son deuxième départ a fait penser à beaucoup de gens qu'il n'était pas fiable et qu'il était difficile de travailler avec lui, ce qui a nui encore plus à sa réputation. En 1998, Warrior a tenté de faire son retour dans une autre compagnie de catch, la WCW. Il a été amené à se battre à nouveau avec Hulk Hogan, mais cela ne s'est pas bien passé. Les matchs et les intrigues sont mal faits et les fans sont déçus. L'un de ses pires matchs fut celui d'Halloween Havoc contre Hogan, qui était confus et mal exécuté. Son passage à la WCW a été de courte durée et au lieu d'aider sa carrière, il a aggravé sa réputation. En dehors du ring, Warrior était connu pour son comportement inhabituel. Il a même changé son nom légal en Warrior pour conserver les droits de son personnage. Il s'est battu à plusieurs reprises avec la WWE pour l'utilisation du nom Ultimate Warriors. Au cours des années 90 et au début des
des années 2000, il a pris ses distances avec le monde du catch et s'est isolé de ses anciens collègues. La WWE a même publié en 2005 un documentaire intitulé The Self-Destruction of the Ultimate Warrior, qu'il a montré sous un jour très négatif et a encore terni son image. À la surprise générale, Warrior a fait la paix avec la WWE en 2014. Il a été intronisé au Hall of Fame de la WWE et a participé à WrestleMania 30. Il a également prononcé un discours sincère à Raw quelques jours avant de décéder subitement d'une crise cardiaque à l'âge de 54 ans. Son décès a conduit de nombreuses personnes à réfléchir à sa carrière, qui a connu de nombreux hauts et bas, mais qui a tout de même eu un impact important sur le monde du catch. La carrière de l'Ultimate Warrior a été marquée par de grands succès et de grandes controverses. Il est rapidement devenu célèbre, mais ses mauvaises décisions, ses conflits avec ses dirigeants et ses problèmes juridiques ont mis un terme à sa carrière. Malgré tous ses revers, son personnage reste l'un des plus mémorables de l'histoire du catch et son histoire est faite de triomphes et de luttes. La prochaine entrée de notre liste est l'une de ces choses qui pourraient être vraies, mais il n'y a probablement aucun moyen de savoir ce qu'il en est. Macho Man. Randy Savage est l'un des plus grands catcheurs de tous les temps et il est toujours aimé par de nombreux fans. Tout au long de sa carrière, les relations entre M. McMahon et Savage ont été très tendues pour de multiples raisons. Une rumeur circule depuis toujours. Lorsque Randy Savage a quitté la WWE à la fin de l'année 1994, c'était en partie parce qu'il avait eu une relation avec Stephanie McMahon à un moment donné. Stephanie a eu 18 ans en septembre 1994, donc si la liaison avait eu lieu avant, elle aurait été mineure. Savage est l'un des rares noms de l'histoire à avoir quitté la WWE pour la WCW et à n'avoir jamais été ramené à la WWE. Vince McMahon a fait revenir des gens comme Hulk Hogan, Kevin Nash, Scott Hall et même Eric Bischoff, qui a fait tout ce qu'il pouvait pour tuer la société de Vince. Pensez à tous ceux avec qui Vince a eu des relations exécrables, comme Bruno Sammartino, Bret Hart, Ultimate Warrior et bien d'autres, qui ont été accueillis dans la famille de la WWE. S'il a pu les faire revenir avec tant d'autres, pourquoi pas Savage? Il devait bien y avoir quelque chose. Selon certaines informations, Vince n'a jamais voulu faire affaire avec Savage. Est-il vraiment si fâché qu'il ait quitté sa compagnie ou s'agit-il d'une affaire personnelle? Comme on l'a dit, Vince a travaillé avec des gens qu'il avait déjà quittés. Cela fait partie du catch. C'est pourquoi on peut penser qu'il y a quelque chose de plus. Comme la plupart des fans de la WWE le savent, Savage est l'un des meilleurs athlètes de la WWE qui n'est pas au Hall of Fame. Il est sans doute le plus grand nom qui n'y figure pas. Comme Savage est décédé en 2011 et que Stephanie ne dira jamais rien à ce sujet, nous ne connaîtrons peut-être jamais la vérité. Que cela se soit produit ou non, la WWE souhaite simplement que cette rumeur disparaisse. Il y a quelques années, des fans ont scandé Randy Savage pendant que Stephanie recevait son prix Legacy of Excellence. Ce qui aggrave encore la situation, c'est le fait que la WWE reste silencieuse à ce sujet, ce qui amène les fans à croire que la rumeur est bel et bien fondée. Ceci, combiné au fait que Macho Man est pratiquement sur la liste noire de la WWE, amène les fans à s'interroger sérieusement sur la situation. Nous ne sommes pas sûrs que les rumeurs disparaîtront un jour. Bien que de nombreuses personnes en coulisses aient juré sur leur vie que cela s'est produit, la WWE est restée extrêmement silencieuse sur le sujet. Parlons maintenant de l'une des sorties les plus déchirantes de l'histoire récente de la WWE, la retraite soudaine d'AJ Lee en 2015. AJ n'était pas seulement bonne, elle était géniale. Un règne record de 295 jours en tant que championne des divas. Une favorite des fans. Et l'une des rares femmes à s'être démarquée à une époque où la WWE donnait des miettes à la plupart des membres de la division. Mais son parcours de conte de fées ne s'est pas terminé par une célébration. Elle s'est terminée dans le silence. Et derrière ce silence se cachait une tempête autour de son mariage avec CM Punk. C'est ici que les choses se gâtent. En avril 2015, AJ Lee a annoncé qu'elle se retirait du catch professionnel. L'histoire officielle était que cela était dû à des blessures au cou. Mais selon le Wrestling Observer, ce n'était qu'une couverture. Le vrai problème était en fait les retombées juridiques entre la WWE et CM Punk, son mari. Un an plus tôt, Punk avait quitté la compagnie en termes amers et s'en était pris à la WWE sur le podcast de Colt Cabana. Il les a accusés de grave négligence médicale. N'oubliez pas que la WWE l'avait licencié le jour de son mariage avec AJ Lee. Ce n'est pas une coïncidence. Ensuite, le propre médecin de la WWE, Chris Amann, a poursuivi Punk pour diffamation. Et c'est ainsi qu'AJ s'est retrouvée coincée entre les deux. Elle
n'avait rien fait de mal, mais elle était mariée à celui que la WWE considérait désormais comme l'ennemi public numéro 1. C'est à ce moment-là que la machine de la WWE a commencé à serrer les vis. Les rapports disent qu'AJ Lee a dû appeler sa sortie une retraite, juste pour se libérer de son contrat. Il ne s'agit pas d'une libération, pas une séparation mutuelle. La WWE ne voulait plus d'elle, mais elle ne voulait pas non plus la laisser partir proprement. Même Jim Ross a déclaré qu'il n'était pas surpris, qualifiant sa situation d'inconfortable après ce qui s'est passé avec Punk. Mais c'est là que le bas blesse. Juste avant de partir, AJ a fait quelque chose que la WWE n'a certainement pas apprécié. Elle a publiquement interpellé Stephanie McMahon sur Twitter au sujet de l'inégalité salariale, soulignant que la WWE prêchait l'émancipation des femmes tout en payant ses stars féminines une fraction de ce que gagnaient les hommes. Stephanie McMahon a tenté de calmer le jeu. Elle l'a remercié d'avoir lancé la conversation. Mais soyons réalistes, ce genre de colère ne disparaît pas dans les coulisses. AJ Lee s'en est allée tranquillement. Pas d'adieu, pas de vidéo d'hommage. Elle est juste partie. Mais tout comme son mari, elle s'est exprimée avant de partir. Sable était l'une des plus grandes stars de l'Attitude Era. Elle a rejoint la WWE en 1996 et a connu une ascension fulgurante presque du jour au lendemain. Sable n'était pas seulement un plaisir pour les yeux. Elle est devenue la deuxième championne féminine de l'histoire et a atteint un niveau de célébrité dont la plupart des catcheuses de l'époque ne pouvaient même pas rêver. Mais en juin 1999, alors qu'elle était au sommet de sa popularité, elle s'est retirée et a intenté un procès à la WWE pour un montant de 110 millions de dollars. Et que contenait ce procès? C'était fou. Sable accusait la WWE de harcèlement sexuel constant, de conditions de travail dangereuses et d'avoir subi des pressions pour s'exposer à la télévision. Mais ce n'est pas tout. Elle a également affirmé que quelqu'un avait étalé des excréments sur ses effets personnels. Oui, de véritables excréments humains. En outre, elle a déclaré que des catcheurs masculins avaient percé des trous dans les murs des vestiaires féminins pour pouvoir l'espionner pendant qu'elle se changeait. C'était explosif. Puis vint le coup de théâtre. Le bon vieux Jim Ross a laissé entendre que le procès ne portait pas vraiment sur des mauvais traitements. Selon JR, Sable a vu le genre d'argent qu'elle pouvait gagner en dehors du ring. Couverture de Playboy, contrat de merchandising, talk shows. Soudain, le catch n'a plus semblé aussi attrayante. Il a qualifié toute cette affaire de coup de pied dans les couilles. 2 mois plus tard, l'affaire était discrètement réglée. Dans le cadre de cet accord, Sable a renoncé à son nom et aurait été interdit de catch pendant 3 ans. Mais nous sommes à la WWE. Vous connaissez déjà la suite. En 2003, elle est revenue. Et elle n'est pas seulement revenue. Elle s'est lancée dans le même genre d'histoires osées que celles pour lesquelles elle avait poursuivi la compagnie en justice. Alors pourquoi Vince McMahon l'a-t-il fait revenir après tout cela? Certains fans pensent que la réponse est simple. Si Vince pensait que cela pouvait rapporter de l'argent, les histoires personnelles n'avaient pas d'importance. C'est une personne qui l'a le mieux exprimé. En ramenant quelqu'un après une dispute, Vince avait l'impression d'avoir gagné. Et pourtant, aujourd'hui, on a l'impression que le nom de Sable est discrètement effacé. Lorsque Tori Wilson a été intronisée au Hall of Fame en 2019, elle n'aurait même pas été autorisée à mentionner Sable pendant son discours. Certains disent que c'est à cause du mariage de Sable avec Brock Lesnar, mais honnêtement, personne ne le sait vraiment. Et quand on regarde comment la WWE traitait les femmes en coulisses, cela commence à prendre tout son sens. D'anciens scénaristes ont raconté des histoires de discrimination sexuelle. Ils ont affirmé que les employés étaient touchés de manière inappropriée, qu'elles étaient ignorées lorsqu'elles se plaignaient aux ressources humaines, et qu'on leur disait même de ne plus en parler. Le procès de Sable n'était donc peut-être pas qu'un scandale qui a fait la une des journaux. Peut-être était-ce la première fois que le rideau commençait à se lever. Parlons maintenant de Gail Kim. Gail Kim a eu ce qui pourrait être le moment F10, le plus sous-estimé de l'histoire du catch professionnel. En 2011, lors d'une bataille royale en direct à Réau, elle n'a pas seulement perdu le match, elle s'est éliminée elle-même. Oui, elle s'est éliminée elle-même. Elle a simplement roulé sous les cordes et s'est retirée. Pas de drame, pas d'hésitation, juste une protestation pure et simple devant les caméras. Et le plus incroyable, c'est que la plupart des gens ne l'ont même pas remarqué à ce moment-là, ce qui a rendu son point de vue encore plus fort. Voici l'histoire. Gail Kim était l'une des femmes les plus talentueuses que la WWE ait jamais signée. Elle a connu 2 périodes distinctes, la première de 2002 à 2004, puis de 2008 à 2011. Mais durant cette seconde période, il était clair qu'elle n'en pouvait plus. Le manque de respect, le manque de temps d'antenne, la façon dont les matchs féminins étaient toujours les premiers à être supprimés. Elle a vu où cela menait. Alerte spoiler, nulle part. Et ce soir-là, en 2011, elle en a eu assez.
commencer. Avant la bataille royale, les producteurs lui ont dit de se faire éliminer dans la première minute. C'est exactement ce qu'elle a fait, mais à sa manière, elle s'est approchée d'Alicia Fox, lui a dit de vendre et a littéralement roulé hors du ring toute seule. Quelques secondes après le début du match, elle avait disparu. C'était une rébellion silencieuse. Pas de promo, pas de discours. Il s'agissait d'envoyer un message. Et la réaction de la WWE a été presque plus insultante que le traitement qui l'a précédé. Elle a raconté à John Laurinaitis ce qu'elle avait fait et il a ri. Il a dit quelque chose comme « Ouais, j'ai entendu dire que c'était plutôt merdique. Pas d'amende, pas de suspension, juste de l'indifférence. » Gail Kim a déclaré plus tard « Si l'un des hommes s'était éliminé lui-même, il aurait été puni. Mais comme il s'agissait de femmes, personne ne s'en est soucié. » Elle a été contrainte de rester jusqu'à la fin de son contrat et a finalement annoncé son départ sur Twitter. Avec le recul, elle a déclaré qu'elle pensait que Vince McMahon ne l'aimait tout simplement pas. Et quand on sait à quel point elle était sous-utilisée, il est difficile d'argumenter. Mais Gail Kim n'en avait pas fini. Elle est retournée à la TNA et a bâti l'une des carrières les plus respectées de la division Knockouts. Une véritable légende. Mais elle l'a fait selon ses propres termes. Enfin, prenons un moment pour parler de l'un des week-ends les plus choquants de l'histoire du catch, du 22 au 24 juin 2007. À cette époque, Chris Benoit, un catcheur respecté, a tragiquement mis fin au jour de sa femme, Nancy, et de leur fils de 7 ans, Daniel, avant de s'enlever la vie à leur domicile de Fayetteville, en Géorgie. Tout a commencé par des SMS énigmatiques que Benoit a envoyés à des amis, dont un autre catcheur, Chavo Guerrero. Ces messages étaient suffisamment étranges pour que la police procède à une enquête de bien-être. C'est alors qu'ils ont trouvé les corps. Ce qu'ils ont découvert leur a brisé le cœur. Nancy et Daniel ont été retrouvés avec des bibles placées à côté d'eux. Le lendemain, Benoit a donné du Xanax à son fils Daniel pour l'endormir avant de l'étouffer. Comme pour Nancy, le corps de Daniel a également été retrouvé avec une bible à ses côtés. Puis, le 24 juin, Benoit s'est donné la mort en se pendant à l'aide d'un appareil de musculation dans sa salle de sport. Cet événement a profondément marqué la communauté du catch et les fans du monde entier. Après cette tragédie, la WWE a fait l'objet d'un examen minutieux, notamment en ce qui concerne la manière dont elle gère les commotions cérébrales, l'usage de drogue et la santé mentale. Il n'a pas fallu longtemps pour que des experts commencent à chercher à savoir ce qui avait pu pousser Benoit à agir de la sorte. L'une des principales conclusions est que le cerveau de Benoit était en très mauvais état. Après sa mort, les médecins ont constaté d'importantes lésions cérébrales, connues sous le nom de CTE, une affection liée à de graves changements de comportement souvent observés chez les athlètes ayant subi des traumatismes crâniens répétés. Nombreux sont ceux qui pensent que ces lésions cérébrales ont contribué de manière significative à ces actes. Des taux élevés de testostérone suggèrent un abus de stéroïdes, mais les experts doutent de la théorie de la rage des stéroïdes, soulignant plutôt la nature délibérée de ces actions. En outre, Benoit a été profondément affecté par la mort de son ami Eddie Guerrero en 2005. La perte d'Eddie a durement frappé Benoit et ses proches ont remarqué que sa santé mentale s'est dégradée encore plus après cela. Lorsque la nouvelle a éclaté, la WWE ne connaissait pas encore tous les détails et a donc diffusé un spectacle en hommage à Benoit. Mais une fois que l'histoire complète a été révélée, les réactions ont été intenses. La WWE a rapidement pris ses distances avec Benoit, supprimant ses matchs et toute mention de lui dans ses programmes et sur son site web. Ce fut une décision rapide et décisive. Cette tragédie a changé le catch pour toujours. Elle a imposé une véritable discussion sur la sécurité et le bien-être des athlètes, en particulier en ce qui concerne les traumatismes crâniens et l'usage de drogue. La WWE a renforcé sa politique de bien-être afin d'améliorer les tests de dépistage des drogues et de surveiller plus efficacement la santé des athlètes. L'histoire de Chris Benoit est un chapitre sombre et difficile de l'histoire de la WWE. Elle nous rappelle avec effroi que des lésions cérébrales non traitées, la pression incessante du monde du catch et le chagrin personnel peuvent conduire à des résultats inimaginables. Aujourd'hui encore, cette histoire influence notre façon de penser la santé des athlètes et les responsabilités des organisations sportives en matière de protection de leurs stars. La combinaison d'un taux élevé de testostérone et des graves lésions cérébrales de Benoit a entraîné des changements importants dans la politique de bien-être de la WWE et dans son approche de la santé et de la sécurité des catcheurs. C'est une tragédie qui résonne encore dans la communauté des catcheurs. Avons-nous oublié des catcheurs que la WWE a tenté d'effacer de l'histoire? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.